L'armée américaine intervient au Panama. Elle tente de capturer Noriega. Sans succès pour l'instant, il y a une cinquantaine de morts. La répression en Roumanie, peut-être plusieurs milliers de victimes. Pour Ceausescu, c'est simplement que l'armée a répondu aux hooligans. Situation bloquée dans le conflit des NMPP. Les patrons de presse se mobilisent pour distribuer les journaux d'une autre manière. Boris Godunov signe un film avec Ruggero Raimondi, une vision personnelle du film-opéra signé Andrzej Żuławski. Bonsoir. L'armée américaine est intervenue au Panama. Le dictateur Noriega n'est plus au pouvoir. Il est en fuite, mais les Américains ne l'ont pas capturé. C'est une offensive audacieuse qu'a lancée le président George Bush. Depuis 3 ans, il tentait de mettre fin aux agissements du dictateur, considéré aussi comme un trafiquant de drogue, mais un dictateur soutenu par une partie de la population du Panama, une partie de son peuple, qui ne souhaite pas être colonisé par les Américains. L'affaire était difficile, George Bush a foncé. Récit de cette opération éclair qui s'éternise et qui a tout de même fait une cinquantaine de victimes. Michel Monponté. Il n'y a que 56 minutes, George Bush donnait son feu vert et déjà, le quartier général de l'armée panaméenne est en flammes. Les stratèges américains sont alors persuadés que Noriega est réfugié dans 7 casernes, mais à tort. Pendant ce temps, de très violents combats font rage dans toute la ville. Au petit matin, les premiers bilans circulent. On parle alors de 50 ou de 60 morts, dont de nombreux civils. Blindés, hélicoptères, troupes d'élite, visiblement les États-Unis ont décidé de frapper fort et vite. Des combats éclatent dans plusieurs autres villes du pays, entre ces hommes de troupes et l'armée du général Noriega. La confusion est alors totale. Les Américains semblent parfaitement contrôler le ciel, mais avoir des difficultés au sol face à de nombreuses poches de résistance. Toutes les casernes et pistes d'aéroport sont systématiquement bombardées par l'US Air Force. Les célèbres bérets verts, héros du Vietnam, entrent en action. Les renforts ne cessent d'arriver, troupes spécialisées. 18 heures après le déclenchement de l'attaque, les 9000 hommes de troupes américains semblent contrôler la situation. Le quartier général panaméen détruit, les casernes abandonnées, la télé et la radio sous contrôle. Mais l'objectif numéro 1 des Américains n'est toujours pas ce soir atteint. Noriega s'est enfui, on le dit au Costa Rica ou dans la jungle panaméenne. En tout cas, il semble encore loin des tribunaux américains. George Bush, le président américain, s'est expliqué à la télévision tout à l'heure. Pour lui, l'intervention devenait obligatoire au Panama puisque toutes les autres solutions, notamment les solutions négociées, avaient échoué. Patricia Coste. Grave, les traits tirés à la suite d'une nuit blanche, la voix voilée par une laryngite, le président Bush s'est adressé ce matin à son pays. Chers concitoyens, j'ai ordonné aux forces militaires américaines de se déployer au Panama. Aucun président ne prend une telle mesure à la légère. Et le président Bush de justifier l'intervention américaine en affirmant que toutes les options diplomatiques avaient échoué. George Bush ajoute, les menaces et attaques constantes du général Noriega contre des Américains au Panama ont créé un danger imminent pour les 35 000 citoyens américains vivant au Panama. Et c'est pourquoi j'ai demandé à nos forces armées de protéger la vie des citoyens américains présents au Panama et de déférer le général Noriega devant la justice des États-Unis qui l'a inculpé de trafic de stupéfiants en 1988. L'opération militaire a fait remarquer ce matin, M. Bush, n'est pas encore terminée, même si les objectifs militaires clés ont été atteints et que l'essentiel de la résistance organisée a été maté. Sur le plan institutionnel, l'opération, qui avait pour but de rétablir le processus démocratique, a permis à des dirigeants élus, en vertu de la Constitution, de prendre le pouvoir, selon M. Bush. En l'occurrence, il s'agit de Guillermo Andara, le chef de l'opposition vainqueur des élections de mai dernier, annulées par le général Noriega. Le Panama, c'est un sujet qui démange les Américains depuis plusieurs années. Ils contrôlent le canal, mais ils doivent le rendre. En tout cas, ils entendent bien rester maîtres de la région. Face aux États-Unis, un dictateur qui s'appuie sur son peuple, sur une partie de son peuple en tout cas, mais qui a de bien mauvaises manières, notamment côté trafic de drogue. Jean-Marc Ilouz, portrait en armes. Dans la mémoire de millions d'Américains, le régime Noriega, c'est d'abord cela. Des sbires du général, qui sans même se cacher des caméras, corrige un civil désarmé.
C'était en mai dernier. L'homme à la chemise ensanglantée était Guillermo Ford, l'un des 3 candidats de l'opposition dont l'équipe venait de remporter les élections haut la main. Avertissement suivi de l'annulation pure et simple du scrutin, le général Noriega avait imposé le candidat de son choix à 2 millions de Panaméens. Un énorme pied de nez à Washington, mais Manuel Antonio Noriega, militaire de carrière, n'est plus depuis longtemps le serviteur fidèle de la CIA. 15 mois plus tôt, une inculpation aux États-Unis pour trafic de drogue a fait de lui la bête noire des Américains. À Washington, les réactions outragées du président Bush ne suffisent pas à calmer au Congrès ceux qui veulent en finir, je cite, avec le petit dictateur. George Bush choisit d'abord la modération, un mélange de pression économique, de mouvements de troupes, avec tentative de négociation via les pays latino-américains, mais sans succès. En coulisses, l'Amérique pousse une opposition légitime mais incapable de mobiliser et simultanément tente d'exploiter le mécontentement dans l'armée panaméenne. Nouvel échec, 2 tentatives de coup d'État sont écrasées par le général Noriega. À chaque fois, Washington ne saura, ne pourra ou ne voudra intervenir, d'abord par crainte de relancer l'anti-américanisme dans la région. Pourtant, 12 000 soldats américains sont basés le plus légalement du monde sur le canal de Panama. Un canal qui n'a plus l'importance stratégique et commerciale d'avant la Seconde Guerre mondiale, mais où l'Amérique ne peut se permettre de perdre indéfiniment la face. Vendredi dernier, nouveau coup de théâtre, Noriega se fait nommer chef du gouvernement par son Parlement et déclare l'état de guerre avec les États-Unis. La tension remonte, 2 incidents opposent militaires panaméens et américains. Un lieutenant des marines est abattu. Pour le président Bush, la mesure est pleine. Noriega, ça suffit. D'une dictature l'autre, la Roumanie maintenant, c'est le mauvais exemple des démocraties populaires. Tout change, pas elle. Il y a quelques minutes, le dictateur Ceausescu, le Danube de la pensée, comme il se fait appeler, a reconnu que l'armée était bien intervenue à Timisoara. Mais pour lui, ce n'était que des hooligans qui avaient semé la violence. En fait, la répression face aux manifestants a été d'une violence inouïe. Hier, on parlait de 300 à 400 morts. Selon certaines sources fournies aujourd'hui par l'agence de presse ADN, le bilan serait plutôt de 3 000 ou 4 000 morts. Et ce soir, on a appris que 2 nouvelles manifestations avaient lieu à Timisoara. 50 000 personnes, selon certaines sources, manifesteraient. Jérôme Boni, dernier témoignage. D'abord des cris, à bas Ceausescu, puis à l'adresse des soldats qui s'approchent, honte à vous, cochons. Ils viennent vers nous, clame quelqu'un, éclatent alors les premiers coups de feu. La fusillade s'amplifie, mitrailleuse lourde. Et enfin les chars. Sur ce document sonore, l'ampleur de la répression contre les manifestants de Timisoara le 17 décembre. Ce soir, à la télévision roumaine, Nicolae Ceausescu l'a d'ailleurs reconnu. Les unités militaires ont été obligées de défendre l'ordre et les institutions, dit-il. Les événements de Timisoara sont très graves. Il faut maintenant rechercher les auteurs de ces troubles. Il s'agit de hooligans, de terroristes fascistes, manipulés par des services secrets étrangers, précise M. Ceausescu. La capitale, Budapest, est quadrillée par la police et l'armée. La plupart des grandes villes du pays en état de siège. Mais la télévision roumaine garde le silence sur ces événements et diffuse ce reportage, le voyage de Ceausescu à Téhéran, le dictateur, marxiste, léniniste et athée, s'inclinant sur la tombe du musulman Khomeini. Au même moment, toujours à Timisoara, de nouvelles manifestations dégénèrent et tournent à l'affrontement, alors que l'on apprend que tous les étudiants de la ville auraient été déportés. À part la Chine, à l'ouest comme à l'est, la condamnation a été unanime de ce qui est sur les événements de Roumanie. Ce matin, Jean-Paul II a condamné lui aussi la répression dans ce pays. Tout à l'heure, le Premier ministre Michel Rocard a exprimé l'horreur et la consternation de la France. C'était à l'Assemblée en réponse à une question d'un député à propos des relations diplomatiques entre la France et la Roumanie. Écoutez. Vous avez, monsieur le député, évoqué l'idée de la rupture des relations diplomatiques. À cela, je ne répondrai qu'une chose, nous avons des citoyens français présents dans ce pays. Mon interrogation par rapport à votre question, monsieur le député,
À partir du moment où nous avons la même réflexion de fond là-dessus, n'est que sur la capacité de protection que l'autorité internationale de la France permet via ses ambassades de donner à un certain nombre de personnes physiques menacées dans leurs droits. Nous sommes la représentation nationale unanime sûrement, la France entière solidaire du peuple roumain opprimé. Le régime de Ceausescu ne pourra pas très longtemps bafouer l'ensemble de l'Europe et les droits des gens les plus élémentaires. Nous ne pouvons, monsieur le député, être certains que d'une seule chose, mais elle est essentielle. Le sort réservé à cette dictature sera fatalement celui qui attend tous les régimes funestes de ce type. Il tombera, et le plus tôt sera le mieux. En France, condamnation de tous côtés de cette dictature roumaine, et à l'Assemblée nationale tout à l'heure, les députés ont observé 1 minute de silence en hommage aux victimes de la répression aveugle du dictateur Ceausescu. Puis encore une réaction, le Parti communiste yougoslave a rompu ses relations avec le PC roumain. François Mitterrand en Allemagne de l'Est, le président vient d'arriver il y a quelques minutes à Berlin-Est. Le voici qui arrive donc à Berlin-Est. 3 jours de visite officielle pour le président français qui est accompagné de Mme Mitterrand, pour 3 jours pour s'entretenir avec les nouveaux dirigeants de RDA et notamment avec le Premier ministre Hans Modrow. 2 thèmes majeurs pour cette visite officielle, les nouveaux rapports entre la France, l'Europe et les pays de l'Est, mais aussi, deuxième thème, l'éventuelle réunification de l'Allemagne. Philippe Rochaud à Berlin-Est. Drapeau de l'unité allemande, slogan pour ou contre la réunification, nous sommes le peuple, une Allemagne pour l'Europe, ces slogans. François Mitterrand les entendra tout au long de son voyage en RDA de Berlin-Est à Leipzig. Leipzig, la cité de la contestation, temps fort de son voyage. La ville aux 15 000 étudiants, la cité où l'église évangélique joue un rôle militant et orchestre les manifestations qui voient chaque lundi sur cette place défiler 200 à 300 000 personnes. Derrière ce mouvement de Leipzig particulièrement discipliné, il y a un homme, Kurt Masur, chef d'orchestre, dirigeant un palais de la musique, le Gewandhaus. François Mitterrand le rencontrera, il se veut rassurant sur le problème de la réunification allemande. Les peuples des autres pays du monde ne doivent plus avoir peur de nous. Les Allemands ont changé dans beaucoup de domaines. Ils ont appris à respecter ceux qui vivent dans la liberté, et ici particulièrement. Rencontre avec Gregor Gysi, le nouveau chef du PCS allemand. Il prêche pour que l'unité européenne soit réalisée avant que ne tombent les frontières entre les 2 Allemagnes, sans quoi il y a danger. Nous savons que le président Mitterrand attend aussi de sa visite en RDA la construction d'un ordre de paix européen et que Leipzig a aussi une signification profonde au centre de l'Europe. Les accords bilatéraux qui seront signés ici au Conseil d'État permettront donc à la RDA de s'appuyer sur l'Europe pour une future confédération entre les 2 Allemagnes. Situation bloquée dans le conflit des NMPP. Il n'y aura donc pas de journaux pour le 7e jour consécutif dans les kiosques demain. Les éditeurs de la presse parisienne s'apprêtent à mettre en place un service de remplacement pour la distribution. Je vous rappelle que les NMPP ont le monopole de la distribution des journaux parisiens et qu'une grève paralyse donc l'acheminement dans toute la France. Le point sur ce conflit, Véronique Gallione. Puisque les journaux ne vont plus au kiosque, la rue vient à eux. Cet après-midi, en plein après-midi de Paris, les salariés de Libération ont bradé leur quotidien, lassés de voir s'empiler dans leurs locaux des feuillets stérilement composés. Comme les 110 quotidiens et 490 publications étrangères d'ordinaire distribuées par les NMPP, Libération n'est plus en kiosque depuis une semaine. Motif, la grève des syndicalistes CGT des nouvelles messageries de la presse parisienne. On croyait que les négociations achoppaient sur le plan des salaires. Il n'en est rien. La direction accepte depuis cette nuit de lâcher 6 000 francs de prime à ses salariés, mais 6 000 francs sous condition. Ils nous ont dit hier, ce qu'on peut vous proposer, c'est un accord pour 2 ans, qui ne peut pas être un accord global de modernisation, qui peut être une adaptation pour 1990-1991,
Du trop court terme pour les salariés CGT qui craignent le spectre des licenciements. La prime, oui. La modernisation, oui également. Mais avec une redéfinition des tâches et la promesse d'investissement. Dialogue bloqué, les patrons de presse songent sérieusement à court-circuiter les NMPP. Nous avons décidé de créer un réseau de distribution de secours, un système de distribution de secours, puisqu'aussi bien les NMPP ne peuvent pas remplir leur office totalement. Briser un monopole de la distribution qui existe depuis plus de 40 ans, la voie des patrons de presse reste bien étroite. Mais depuis une semaine, 36 000 points de vente ne sont plus approvisionnés. Les journaux se font, mais ne se vendent pas. Les plus petits titres flirtent aujourd'hui avec la faillite. La lutte contre le travail clandestin, elle sera renforcée. Ainsi en ont décidé les députés qui ont voté un amendement en ce sens cette nuit. Le travail clandestin est particulièrement pratiqué dans des secteurs comme l'habillement et le bâtiment. Alors pratiquement, comment ça se passe? Eh bien, c'est ce qu'ont voulu savoir Jean-Pierre Métivet et Jean Corneille. Reportage clandestin. Là, sous ce porche, deux inspecteurs du travail qui s'apprêtent à effectuer un contrôle dans des entreprises de confection. Voici ce que provoque leur arrivée. Tous ceux qui sont payés de la main à la main, qui ne sont pas sur les registres de l'employeur, vont attendre que le contrôle se passe. Derrière le porche, plusieurs entreprises déclarées. Un petit noyau d'employés stables. Nous sommes loin du sentier, dans un autre arrondissement populaire de Paris. En une nuit ici, on peut faire face à des commandes énormes, des centaines de pièces, en travaillant 15 heures s'il le faut. On embauche au noir pour quelque temps. Actuellement, c'est la période creuse. Le travail ne reprendra qu'en janvier, avec la collection de printemps. Vous partez par là. Oui. Pourquoi vous partez comme ça? Il n'y en a pas de travail. Il n'y en a pas de travail. Non. Allez. Le sentier s'est déplacé, en banlieue par exemple. Dans ces tours, on travaille à domicile, en famille, payé à la pièce. C'est pas des ateliers. Sur les contrats, c'est bien marqué, sur leur contrat de location. Moi, quand j'aurais fait une réflexion, il m'a dit, madame, il faut bien qu'on mange, nous on a des enfants à nourrir. Ça, je comprends. Mais il faudrait quand même qu'ils respectent certaines heures, parce que ça travaille aussi bien le samedi ou le dimanche que les jours de fête. Oui, ça explique que quand on les paye 3 francs, ils sont obligés de travailler même les jours fériés. Après l'univers des tâcherons, celui des donneurs d'ordre, les marques de prêt-à-porter féminin. Elles se contentent d'apposer leurs étiquettes et jouent les Ponce Pilate. Mais elles ne peuvent pas ne pas savoir. Dans une grosse commande de pantalons, vous avez le pantalon qui va être acheté à 25 francs au façonnier. Bon. Mais le façonnier lui-même, il a un prix de revient de la main-d'œuvre. Son prix de revient de la main-d'œuvre, pour produire un pantalon, il faut 1 heure. 1 heure, charge sociale comprise, c'est au moins 45 francs. 25 francs d'un côté, 45 francs de l'autre. Il faut forcément du travail clandestin pour arriver à tenir les 25 francs. Certains citent le sentier comme un modèle de souplesse économique. D'autres souhaitent un coup de pied dans la fourmilière. Les inspecteurs du travail qui participaient aux opérations de répression ou même les forces de l'ordre le savent. Les mêmes ateliers qu'on a dissous vont se reconstituer 2 jours après, 3 jours après. Tellement la pression, si vous voulez, du marché est forte. Ou alors, on dit que la France cesse d'être le lieu où on fabrique les industries de mode, mais en fait on ne l'a pas fait. Et on n'est pas prêt de le faire parce que ce serait une grande partie des emplois productifs de Paris qui disparaîtraient. Les créateurs, le tissu des boutiques, etc., etc. Depuis hier, la police a obtenu, sous contrôle du juge, de pouvoir accéder plus facilement à ces lieux privés, entreprises ou appartements, où l'on pratique le travail non déclaré. Au regard des enjeux économiques, il y a peu de chances que ce soit le remède miracle. 2 gendarmes emportés et tués par une avalanche aujourd'hui dans le massif de l'Oisans. Cela s'est passé au col de la Temple, à 2900 mètres d'altitude. Ces gendarmes participaient à des recherches pour retrouver donc des alpinistes égarés. Alors attention, si vous pratiquez l'alpinisme en ce moment, la montagne est dangereuse en raison des conditions météo. Tout de suite, d'autres informations avec Anne Poncinet. Le juge Thiel temporairement dessaisi du dossier de Jacques Gossot, maire de Toul, inculpé dans l'affaire des fausses factures de Nancy. Un élu est inculpé. La Cour de cassation a donc confié le dossier à la chambre d'accusation qui refera sans doute appel au juge Thiel. Plaidoyer de François Mitterrand en faveur des ostréiculteurs du bassin de Thau. Leurs huîtres sont interdites à la vente. Ce matin, au Conseil des ministres, le président a demandé que des mesures compensatoires soient prises avant Noël. Cet après-midi, les ostréiculteurs qui bloquaient la nationale 113 à Metz ont levé leur barrage. Pas de défaut de fonctionnement de l'Airbus A320, mais manque de vigilance et de préparation au vol. Principale conclusion du rapport définitif de la commission d'enquête sur l'accident d'Apsheim.
3 morts parmi les passagers en juin 88 lors d'un vol de démonstration. Le pilote avait lui mis en cause le fonctionnement de l'appareil. Renforcement aujourd'hui des mesures de sécurité en vigueur dans les aéroports. Contrôle de tous les bagages de soute, surtout des bagages en correspondance, et fouille manuelle des bagages à main. Les effectifs des douanes ont été renforcés, 50 CRS affectés à Roissy et Orly, 25 autres à l'aéroport de Lyon-Satolas. À la Bourse de Paris, après 5 séances consécutives de baisse, l'indice CAC 40 est en hausse de 1% tout rond. Le dollar s'échange à 5 francs 96,10 au cours officiel. Tout de suite, les toutes dernières informations sur l'intervention américaine au Panama, en direct et en duplex avec nous. Jacques Abouchard à Washington. Jacques, quelles nouvelles vous avez, quelles dernières nouvelles? Bien écoutez, les derniers témoignages font état d'une résistance assez vive, au moins dans certains secteurs de la ville. Et il s'agit plus que de poches de résistance. On disait tout à l'heure, par exemple, qu'on entendait très nettement le départ des pièces d'artillerie, alors qu'en début de matinée, la résistance avait semblé un petit peu faiblir, après avoir été déjà très forte au cours de la nuit. Donc en fait, on reconnaît au Pentagone, du côté américain, au ministère de la Défense américain, que la résistance est plus forte que ce qu'on escomptait, et en tout cas, cette intervention au Panama ne sera pas une promenade de santé et n'a rien de commun, par exemple, avec ce qui s'était passé en 1983 lors de l'invasion de la Grenade. Alors Jacques, est-ce que l'opinion américaine ne commence pas à trouver que cette opération éclair traîne un peu? Écoutez, non, l'opinion américaine est massivement, si je peux dire, derrière son président. Je vous signale, à titre tout à fait anecdotique, qu'une chaîne de télévision s'est livrée à un sondage express. 92% des réponses étaient oui à l'intervention. Bien sûr, les Américains avaient une vision très négative de M. Noriega. C'est un dictateur, un trafiquant de drogue, il a humilié l'Amérique, il a lui-même pris l'initiative la semaine dernière de dire qu'il était en état de guerre avec les États-Unis, un officier américain a été tué, une femme américaine a été molestée sexuellement. L'image de Noriega était très négative dans l'opinion américaine. Merci Jacques, nous vous retrouverons dans nos autres éditions. Lockerbie, la catastrophe de l'avion qui a explosé en vol au-dessus de l'Écosse. C'était il y a un an juste, 270 morts, vous en souvenez certainement, et une enquête qui se poursuit sans relâche. Mais pour l'instant, les enquêteurs livrent assez peu des résultats de leurs recherches. Ils sont très discrets. On peut tout de même reconstituer les choses à peu près comme elles se sont passées. Philippe Arroir, à Londres. Personne n'a oublié ces images. Les morceaux du Boeing éparpillés sur des dizaines de kilomètres. Un an après l'explosion, voici le Boeing reconstitué. 85% des morceaux ont été retrouvés. Un fragment minuscule d'un circuit électrique fiché dans ce conteneur à bagages a permis de découvrir qu'une bombe, dissimulée dans un transistor, était à l'origine de la catastrophe. Pour savoir où était située la valise contenant le transistor, le FBI a fait exploser plusieurs Boeing destinés à la casse. On sait maintenant qu'elle était dans le conteneur des bagages enregistrés à Francfort ou en transit dans cet aéroport. Pour savoir qui a placé la bombe, les enquêteurs se sont intéressés aux événements de Francfort, 2 mois avant l'attentat. Un raid dans cet appartement a permis de découvrir 3 transistors piégés et surtout d'arrêter 17 personnes, dont Alfez Dalkamoni, le représentant du groupe palestinien d'Ahmed Jibril, et Marwan Krishat, le faiseur de bombes, qui sera d'ailleurs relâché. Enfin, un certain Moghrabi va conduire les enquêteurs sur la piste d'Abu Talb, un Palestinien vivant en Suède et arrêté en mai dernier pour terrorisme. Grâce à un morceau de vêtement vendu dans l'île de Malte et trouvé dans la valise contenant la bombe, les policiers sont persuadés qu'Abu Talb s'est rendu à Malte avec un transistor piégé fabriqué à Francfort par Dalkamoni. La valise contenant la radio a été placée sur un avion d'Air Malta, puis transférée à Francfort en bagages non accompagnés sur le Boeing 103 de la Paname. Abu Talb est interrogé ce jeudi par des policiers britanniques en Suède. Pour l'instant, officiellement, aucune inculpation n'est en vue. Mais on nous promet pour l'année prochaine que l'enquête sera publique. C'est dire que des noms seront révélés et des poursuites engagées. Mais pourra-t-on savoir si, comme l'affirme la presse britannique, c'est l'Iran qui est derrière toute cette affaire pour se venger de la destruction de son Airbus par un navire américain?
Juste avant de partir pour l'Allemagne de l'Est, le président Mitterrand a participé, comme chaque année, avec son épouse, à l'arbre de Noël de l'Élysée. 600 enfants dans la vaste salle des fêtes, parmi eux des écoliers de Wallis et Futuna, et oui, aussi de la Guadeloupe. Au programme, la bande à Basile, des chimpanzés et le grand orchestre du Splendide. Un nouveau film sur les écrans demain, c'est la rencontre de 5 monstres sacrés. Moussorski, modeste de son prénom, qui a écrit un opéra superbe qui s'appelle Boris Godunov, autre monstre de l'histoire. Un cinéaste monstrueusement dérangeant, Zulawski, qui s'empare de l'opéra, le porte au cinéma, avec dans le rôle titre Ruggero Raimondi, gentil monstre au sommet de sa gloire, et Rostropovitch, le 5e, l'intouchable pour la musique. Résultat, un film opéra détonnant, et sachez par parenthèse que Ruggero Raimondi sera demain soir l'invité de Jacques Chancel dans le Grand Échiquier à 20h35 sur Antenne 2. Mais pour l'heure, voyons la performance de Raimondi dans le film Boris Godunov. Le tempérament artistique volcanique de Zulawski ne pouvait évidemment pas se contenter d'une illustration passéiste et statique d'un opéra. Il en pulvérise donc les conventions, nous entraîne dans le tourbillon de Moussorski, resserre la dramaturgie de Pouchkine pour en faire ressortir la modernité. C'est un peuple en mouvement, ce sont des destins en mouvement. Il y a autant du tsar russe que de l'usurpateur qui veut lui prendre son trône et qui tombe amoureux d'une princesse polonaise. C'est-à-dire, j'ai essayé de rééquilibrer comme ça se rééquilibre dans les grands mouvements de la vie, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas particulièrement véhémence, violence, provocation, comme vous dites, non. Il y a des petits clins d'œil. Ainsi les couacs du canard ou les pulsions érotiques frénétiques ont fait hurler Rostropovitch, directeur musical. Je comprends l'irritation de gens qui sont habitués maintenant à voir le cinéma comme une espèce d'énorme dessert, n'est-ce pas? Mais moi je donne l'entrée, le plat principal, le vin, l'armagnac, le fromage et le dessert. L'art au musée ne m'intéresse que très peu. Qui pourrait lui reprocher de briser notre confort et de rendre ainsi un chef-d'œuvre plus familier, surtout lorsque le tsar est une star, Ruggero Raimondi, irrésistible. Voilà, et puisque nous parlons cinéma et que c'est la période des livres cadeaux, eh bien je vous présente celui-ci, ce livre étonnant dans la collection Ramsay Cinéma. Ça s'intitule Entre deux censures. C'est un document sur le cinéma érotique entre la libération de la censure et le classement des films X entre 73 et 76, une période qu'a très bien retracée François Jouffa. Voilà, il y a un tiercé, c'est demain. Alors il y a évidemment des pronostics. Ce de Prière et de Brest, c'est à Vincennes, c'est du Trot. Le 13, le 16, le 7, le 18... le 14, le 17, le 9 et puis le 8. Vos rendez-vous de la soirée, tout de suite la météo avec Sophie Davant, à 22h15. L'émission Place Publique présentée par Claude Sérillon, consacrée aux handicapés, avec la participation notamment de Michel Creton, le comédien qui fera le bilan de la campagne qu'il mène depuis fort longtemps, un bilan qu'il fera un an, jour pour jour, après que la loi en faveur des handicapés ait été votée. Voilà, dernière édition, ce sera Henri Sagnier vers 23h30. Bonne soirée, à demain, 20h.